Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel. Pour ceux qui m'ont déjà vu sur d'autres vidéos, je me permets quand même de le préciser. J'aimerais, avant de commencer, remercier tous les internautes, toutes les personnes qui m'ont suivi sur YouTube. Je n'aurais jamais pensé que la première et les autres vidéos que j'ai fait aient autant d'audience. J'ai pas fait ça pour glaner de l'audience, j'ai pas fait ça pour me mettre en avant, j'ai fait ça pour répondre à un certain nombre de questions qui me viennent de tous côtés. J'ai des gens qui sont dans le domaine de la gestion de fortune, et même des gens qui sont dans le domaine scientifique, qui font pas forcément les liens avec les contraintes économiques et qui viennent me poser des questions. Donc ça veut dire que j'ai fait ces vidéos pour répondre au plus grand nombre, pour pas passer ma vie au téléphone. Mais ça n'est en aucun cas pour faire ni la promotion d'un livre, ni la promotion de mes connaissances ou des connaissances de qui que ce soit. Je ne veux pas faire barrière aux professionnels. Par contre, je suis très reconnaissant à tous les gens qui ont posté des commentaires, qu'ils soient, comme je dis, négatifs ou positifs. C'est super. Et aujourd'hui, une des choses qui revient tout le temps, c'est où sont mes sources? Mes sources, finalement, c'est relativement simple. Moi, à l'âge de 5 ans, je parlais pas du tout français. J'ai vécu aux États-Unis avec mon père médecin qui travaillait dans le Michigan, près de Ann Arbor. Et donc, ça veut dire que ça me donne un petit avantage compétitif en ce sens que quand je regarde les éminents spécialistes qu'on a à Harvard, à Yale, à Princeton, sans même parler des organisations internationales comme l'OMS, le WHO, c'est pas que je comprends 80 ou 90%, non, c'est que je comprends 100%. Donc ça me donne la possibilité d'aller prendre des connaissances dans des endroits qui ne sont pas uniquement dans la francophonie, mais dans le monde anglo-saxon. Donc j'ai des gens qui m'envoient des informations de Hong Kong, de Thaïlande, qui m'envoient des informations, pas de Chine, puisque la Chine est loquée à l'heure actuelle, mais ça me permet d'intégrer tout ça. Et l'idée, évidemment, ça n'est pas de vous donner des informations qui soient le fruit de mon imagination. Je me rends compte de mon rôle, je me rends compte de mes responsabilités. Mais je crois qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens ne se font plus confiance. Donc ça veut dire qu'on s'est tellement fait mentir par les systèmes financiers, par les systèmes politiques qui étaient censés nous apporter l'harmonie dans laquelle la vie en collaboration les uns avec les autres allait arriver, etc., etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Donc on est devenu diablement méfiant. Et heureusement, quelque part, l'esprit critique, c'est très important. Mais j'ajouterai que toutes les sources que j'utilise sont dans le marché. Vous les trouvez, vous pouvez aller vérifier ces informations. Pas auprès des médias traditionnels, parce que c'est vrai que les médias traditionnels, bien souvent, ils ont des contraintes qui sont plus politiques ou financières, dans le sens qu'ils dépendent essentiellement de leurs annonceurs. Donc s'ils font quelque chose qui ne plaît pas à leurs annonceurs, ils perdent une bonne partie de leurs revenus. Donc, c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Donc, ça veut dire que je fais beaucoup plus confiance aux sites des universités, aux sites des praticiens dans des hôpitaux, dans des laboratoires qui publient leurs rapports en continu pratiquement chaque jour, qui les mettent autant sur Wikipédia que sur les sites des universités dans lesquelles ils travaillent, sur les sites des hôpitaux, sur YouTube, sur VidMe, BitChute, etc. Donc, ça veut dire que toute cette information, elle est disponible. Maintenant, j'en appelle à votre plus élémentaire bon sens. Oui, je prends mes sources à différents endroits, mais les informations que je vous donne, c'est pas des informations qui sont très compliquées à comprendre. Elles font appel au plus élémentaire bon sens dans un environnement qui change. Donc, je me permets de dire que si ces informations vous font peur, ou si ces informations, tout d'un coup, vous dites « Mon Dieu, mais on a une réponse qui est inadaptée », oui, en ce moment, on a une réponse qui est inadaptée, parce qu'on a attendu, parce qu'on a géré au jour le jour en regardant l'évolution de la crise et en se disant « on va prendre les décisions qui s'imposent aujourd'hui, mais sans tenir compte de ce que ce sera dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois ». Et c'est vrai que ça fait peur. C'est ça qui fait peur. Aujourd'hui, si les faits vous font peur, c'est pas à cause des faits. Quelque part, c'est à cause de votre inadaptation, de votre réponse inadéquate à un environnement qui change. J'ajouterai une autre chose, c'est que la peur, est une des plus fondamentales émotions de tous les êtres vivants dotés d'un cerveau
au fil de l'évolution. Donc ça veut dire que la peur, c'est une réaction, j'allais dire, indispensable à la vie. Depuis des millions d'années, la peur a sauvé plusieurs fois par jour toutes les espèces dotées d'un cerveau un peu intelligent, d'un cerveau évolué, je dirais. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, dont je ne fais pas la promotion, c'est clair, mais si les gens veulent comprendre aussi d'où est-ce que je viens en termes de mes connaissances, commandez le livre et puis vous jugerez sur pièce de ce que je suis capable de comprendre et d'écrire. Voilà. Mais je n'en fais pas la promotion. Donc, maintenant, je vais répondre à juste quelques questions, en commençant par une chose qui revient régulièrement, apparemment, et qui a été confirmée d'ailleurs par une étude publiée en Angleterre, c'est l'université d'Oxford, avec des éminents spécialistes qui viennent nous raconter qu'il y aurait vraisemblablement 50% de la population anglaise déjà infectée. Donc, ce qui voudrait dire qu'elle a déjà été infectée, mais elle est asymptomatique, elle a fait son immunité et tout va bien. Oui, mais ce genre de calculs ne tiennent pas la route aujourd'hui si on utilise un simple spreadsheet de Excel et puis qu'on part du postulat que la maladie double le nombre de cas tous les 3 à 6 jours. Il y a des gens qui me disent 3 jours c'est beaucoup trop rapide, 6 jours c'est beaucoup plus dans la ligne de ce qu'on peut espérer ou de ce qu'on peut observer. Je rappelle qu'en Italie, pendant les derniers 15 jours, c'était quand même beaucoup plus rapide que 6 jours, que ce qu'on observe en Espagne, c'est beaucoup plus rapide que 6 jours, que ce qu'on observe aux États-Unis, c'est beaucoup plus rapide que 6 jours. Mais enfin bon, partons du principe que c'est 6 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez, admettons, 200 cas au début février, si vous faites tout doublement tous les 6 jours, vous arrivez à aller au maximum quelques dizaines de milliers de cas. Si vous doublez en revanche tous les 3 jours, ce qui est peu plausible, vous arrivez à plusieurs millions de cas. C'est un état de fait. Mais jamais à 35 millions, qui représentent à peu près la moitié de la population anglaise. Donc, c'est bien de vouloir rassurer le public, c'est bien de mettre son agenda économique en avant, vraisemblablement manipulé par les gens qui ont intérêt à faire continuer l'économie. Mais en fait, c'est un risque majeur. Pourquoi? Parce que si vous avez raison, tant mieux, vous allez sauver l'économie, c'est parfait. Oui, mais si vous avez tort, non seulement vous allez tuer beaucoup de monde, mais en plus, vous perdrez quand même votre économie. C'est-à-dire que l'économie devra s'arrêter. Donc, dans un cas comme dans l'autre, est-ce que par principe de précaution, il vaut mieux, plutôt que de mitiger les réactions à la pandémie, faire ce qu'il y a à faire pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire jusqu'à 50 ou 60 jours, comme je le suggérais quand je parlais de quarantaine, c'est un risque que vous allez choisir. C'est vous, en tant que citoyen, qu'individu, qui allez dire oui ou non, je veux que les choses se passent d'une façon ou d'une autre. Maintenant, on pose la question, pourquoi est-ce que les enfants ne tombent pas malades? On n'a pas encore de réponse à ça. Il y a différentes pistes qui sont explorées, mais apparemment, le système immunitaire mature des adultes est plus sensible, ou plutôt, c'est pas qu'il est plus sensible, c'est qu'il réagit mal en attaquant non pas uniquement les cellules virales ou en maîtrisant les cellules, mais il déclenche une réaction auto-immune à l'intérieur même de vos alvéoles pulmonaires la plupart du temps. Et il semblerait que c'est pour ça que la surréaction du système immunitaire dans un système immunitaire mature est quelque chose qu'on observe régulièrement. Par contre, dans un système immunitaire qui est moins développé, qui est moins mature, la réponse soit meilleure. Ensuite, il y a des gens qui me disent, oui, mais le virus n'a pas muté, ou quasiment pas. En fait, si. Il y a environ 35 à 40 versions de mutation du virus aujourd'hui, et les gens de Harvard ont modélisé et séquencé les séquences virales, donc ils peuvent vous le prouver. Vous avez qu'à aller sur leur site, et puis vous verrez ce qu'il en est. Et il y a même une mutation complètement différente, qui est en fait la version L du virus. C'est-à-dire que vous avez la version S, qui est la version native,
et la version L du virus qui est une branche différente. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur l'origine du virus, mais on se pose beaucoup de questions. Parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ce serait du copier-coller de séquences génétiques qui sont présentes dans 3 types d'organismes différents. Donc, à partir de là, on peut suspecter qu'il y a quand même un travail de généticien là derrière, pas du tout dans des buts militaires, non, mais plutôt dans le but de trouver de nouveaux vaccins, de faire un bon papier dans Nature, Science ou English Journal of Medicine ou quelque chose comme ça. Et que, par malheur, ça aurait pu fuiter. Il y a beaucoup d'informations et je reviendrai là-dessus dans une vidéo ultérieure. Ensuite, j'aimerais répondre aux questions de Flore Van Cavenberg, qui a signé Catherine, donc je ne sais pas, qui me vient et qui me dit « Mais comment est-ce qu'on va faire pour organiser une quarantaine ?» On n'est pas forcé d'organiser une quarantaine. C'est une solution, j'allais dire, de facilité, entre guillemets, dont on connaît l'issue. Maintenant, si vous regardez la Corée du Sud, ils ont fait complètement différemment. Ils ont organisé un dépistage ultra systématique d'un énorme échantillonnage de la population. Ils ont demandé à chacun, toutes les personnes qui doivent bouger, d'avoir une application qui renseigne les services hospitaliers, mais aussi les politiques, enfin les services de surveillance, de leur position. Où sont les gens qui ont été malades? Qui sont les gens qu'on suspecte d'avoir été en contact avec des malades, donc qui potentiellement peuvent être contagieux asymptomatiques, etc., etc. Ils portent tous un masque. Ils ont une réponse qui est, entre guillemets, qui est dans leur culture. Ils ont déjà été exposés à ce genre de choses, donc ils font juste. Et ils ont une politique de test qui est ultra agressive. Maintenant, il y a 2 types de tests. Il y a des tests qui testent pour la présence du virus ou pour la présence d'anticorps. Et à terme, les premiers tests pour la présence d'anticorps commencent à arriver. Et l'idée, c'est bien sûr de tester pour la présence du virus, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas grand-chose d'autre. On n'en a déjà pas assez. Mais à terme, ce sera de tester les anticorps, parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra sortir des vraies statistiques sur le pourcentage de morts, sur le pourcentage de gens qui ont été gravement affectés ou légèrement affectés. Et on devra passer par là. Mais encore une fois, ça prendra des mois, vraisemblablement. Ensuite, un dernier point sur l'immunité collective, parce que ça revient régulièrement. Vous devez vous rendre compte qu'en Suisse aujourd'hui, de pair avec l'Italie, on a le plus grand cas par million d'habitants. Mais on est à 1200 environ. Mais ça ne représente jamais que, par rapport à la population totale, 0,12% de la population qui est véritablement contaminée et qui va développer, pour ceux qui survivent, leur immunité. Donc ça veut dire qu'il a fallu quelques semaines pour en arriver là. Je vous rappelle que l'immunité collective se fait à partir de 70 à 85% des personnes immunisées, soit par un vaccin, tant mieux, soit par le développement d'anticorps par votre système immunitaire si vous attrapez la maladie. Donc ça veut dire quoi ? C'est que vous allez devoir attendre des mois avant d'arriver, alors qu'aujourd'hui on est en pleine épidémie en Suisse, que c'est à la limite du catastrophique. Moi je reçois en direct les messages du personnel soignant, d'amis qui sont médecins, avec lesquels j'ai travaillé, et qui me disent que c'est en train de devenir la catastrophe, qu'ils prévoient que pour jeudi prochain, tous les lits en soins intensifs permettant une ventilation artificielle seront occupés. Donc ça veut dire qu'à partir de jeudi prochain, les gens qui arrivent avec une détresse respiratoire, comme c'est le cas en Italie, on leur donne un traitement palliatif, ils rentrent chez eux et ils vont mourir tranquilles. Est-ce que c'est ça qu'on attend de la maladie, de la maîtrise de la maladie? Eh bien non. Donc l'immunité collective, elle va se faire, il n'y a aucun doute. Ouais, mais c'est beaucoup plus loin en avant. Beaucoup plus loin en avant. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Vous me reverrez dans les heures ou dans les jours qui viennent traiter d'autres sujets. Encore une fois, merci à tous pour votre collaboration. Merci pour avoir visionné ces vidéos. Merci pour vos commentaires, comme je le dis, qu'ils soient négatifs ou positifs. C'est de toute façon une valeur ajoutée. Voilà, paix à tous les citoyens de ce monde. Peace out.